Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. La France franchit un nouveau pas dans l'aide à l'Ukraine. Hier soir, Emmanuel Macron a annoncé la cession d'avions de combat, des Mirage, à Kiev pour, je cite, protéger son ciel. On aura aussi de la formation de pilotes ukrainiens. Est-ce que la France a raison? Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison? Oui, Emmanuel Macron a raison. Ça fait des mois que nous le demandons au Parlement européen. Il est fondamental d'expliquer que toute défaite de l'Ukraine plongerait l'Europe entière dans l'insécurité et l'instabilité. Et que ce n'est pas simplement par solidarité avec l'Ukraine que nous devons l'aider à résister, mais c'est par conscience de nos intérêts vitaux, parce que nous sommes les cibles de la croisade de Vladimir Poutine, parce que la sécurité en Europe se joue maintenant sur le front ukrainien. Ça se joue maintenant, mais ces avions, ils arriveront peut-être dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois. Nous avons trop tardé. Mais quand le président de la République vient sur les positions que nous avons énoncées depuis longtemps, je ne vais pas faire l'opposant pavlovien là et vous expliquer que je pense le contraire de ce que je pense. Dans ma vie, moi, je suis sincère, honnête, direct. Donc là, c'est une bonne chose d'annoncer. Maintenant, nous allons vérifier que ça se fait rapidement et que les autres demandes des Ukrainiens sont rencontrées par des décisions concrètes. Parce justement, Raphaël Glucksmann, la France est déjà la cible de la Russie via des campagnes de désinformation, de déstabilisation. Un Français a notamment été arrêté à Moscou, soupçonné d'espionnage, ce que Paris dément. Annoncer aujourd'hui la cession d'avions, annoncer aussi, comme l'a fait le président, que 4500 soldats ukrainiens seront formés par les Français. Est-ce que ce n'est pas prendre le risque de représailles encore plus violentes? Ça fait des années que la France est la cible des tentatives de déstabilisation de la Russie. Moi, j'ai présidé au Parlement européen la commission spéciale sur les ingérences étrangères en Europe. Et je peux vous dire que pendant l'élection de 2017, il y a eu des attaques russes, que nos soldats français étaient ciblés en Afrique par les milices de Poutine, les milices Wagner, à un moment donné, à un moment où notre politique était d'inviter Poutine à Brégançon, d'inviter Poutine à Versailles, de le traiter en ami. Et donc ce ciblage des intérêts français, les attaques contre les hôpitaux français pendant la pandémie, l'hôpital de Corbeil-Essonnes, pas loin d'ici, où les docteurs français n'avaient plus accès aux dossiers médicaux des patients français, par les hackers des services russes, eh bien tout cela a précédé l'aide que nous avons apportée à l'Ukraine. Donc il faut prendre ce risque aujourd'hui ? En réalité, aujourd'hui, il faut, si on veut la paix en Europe, faire preuve de fermeté et ne pas céder au chantage de Vladimir Poutine. Quand vous avez un tyran qui déclenche les guerres, eh bien si vous êtes faible, si vous tergiversez, en réalité, vous pensez acheter la paix, mais ce que vous faites, c'est que vous rapprochez la guerre de vous. La seule manière de garantir la sécurité des Européennes et des Européens, c'est d'être ferme face à Poutine. Parce que dans la tête de Poutine, moi j'ai travaillé pendant 20 ans sur la Russie de Poutine, dans la tête de Poutine, l'objectif, c'est pas le Donbass, c'est pas la Crimée, c'est pas un conflit territorial. L'objectif, c'est la destruction de l'architecture de sécurité européenne. L'objectif, c'est vous, c'est nous. Raphaël Glucksmann, hier soir, donc surprise par rapport à ces avions. Cette question était un petit peu dans les couloirs, mais ça n'était jamais officiel. Par contre, il y a eu comme un recul. Emmanuel Macron a temporisé sur la question d'envoi d'instructeurs militaires français. Est-ce que vous déplorez qu'il n'y ait pas eu d'annonce précise sur ce point-là? Je pense qu'il faut avancer rapidement sur la question. Ensuite, s'il veut l'annoncer avec d'autres alliés, pourquoi pas. Mais il faut avancer rapidement sur la question. Vous savez, moi, j'ai fixé une seule ligne rouge. Une ligne rouge. Depuis le 24 février 2022, je n'ai jamais changé de position. La ligne rouge, c'est pas de troupes combattantes sur le front, pas de confrontation militaire directe avec la Russie de Vladimir Poutine de la part des pays occidentaux, des pays européens. Mais si un instructeur français était tué sur le sol ukrainien, qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là? Eh bien, on réagirait avec fermeté. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a des civils français qui sont sur place. Mais non, nous ne sommes pas co-belligérants. Même si on envoie des instructeurs français en Ukraine. Quand vous aidez une résistance à résister, quand vous avez une nation qui est envahie et que vous l'aidez à résister, eh bien vous n'êtes pas co-belligérant selon le droit international. Il ne faut pas croire à la propagande de Vladimir Poutine. Au début, Vladimir Poutine nous disait une chose très simple. Il disait, vous fournissez une balle, vous êtes co-belligérant. Ensuite, il nous a dit, vous fournissez un tank, vous êtes co-belligérant. Ensuite, il nous a dit, vous fournissez un avion ou un missile, vous êtes co-belligérant. Mais tout cela, c'est de la propagande. En réalité, nous ne sommes absolument pas co-belligérants. Nous aidons une nation envahie à résister et nous ne sommes pas
dans la confrontation militaire directe Néanmoins, avec la Russie. C'est celle-là, la seule ligne rouge. Est-ce qu'il faut un vote au Parlement, comme le demande Fabien Roussel, le communiste? Parce que là, c'est juste les décisions d'Emmanuel Macron seul. Qu'il y ait un débat au Parlement, comme il y a eu un vote sur l'accord de sécurité avec Kiev, moi je suis pour que la démocratie parlementaire s'exprime. Mais enfin, on ne va pas faire un vote à chaque décision stratégique, technique d'aide à l'Ukraine. Je veux dire, là, on est dans un moment qui est un moment décisif sur le front ukrainien. Et si le front ukrainien s'effondre, faute d'aide européenne, parce que nous n'avons pas fait le travail, parce que nous n'avons pas réorganisé nos chaînes de production, parce que la France, après 2 ans et demi de conflit, n'est pas capable de livrer plus de 5000 obus par mois quand les Russes en tirent 20 000 par jour, eh bien, nous serons co-responsables d'une immense débâcle de l'Europe, pas simplement de l'Ukraine, de l'Europe, et nous compromettrons notre avenir. Et donc là, il faut maintenant être sérieux. Cette guerre nous concerne. Ce n'est pas simplement de la solidarité humaniste ou du respect du droit international. C'est notre sécurité. Et moi, je ne transigerai jamais avec la sécurité des Européennes et des Européens. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'exprimera devant l'Assemblée nationale tout à l'heure à 9h50. Les RN, LR, certains insoumis aussi dénoncent une instrumentalisation du conflit de la part du président. Est-ce que vous aussi, cela vous dérange, cette présence du président ukrainien aujourd'hui? Absolument pas. Volodymyr Zelensky est le bienvenu à l'Assemblée nationale et il est important qu'il s'exprime et que nous montrions à quel point nous soutenons la résistance ukrainienne. Ce qui me dérange par contre, c'est que le président de la République, à 3 jours d'un scrutin aussi important que les élections européennes, saisisse l'opportunité des commémorations du 80e anniversaire du débarquement pour passer sur tous les JT en même temps et ne parler finalement que 2 minutes du débarquement et tout le reste du temps parler de politique internationale et des élections européennes. Il a dit qu'il était dans son rôle, vous n'êtes pas d'accord avec le président, il instrumentalise le contexte? Mais dans quel pays européen, dans quelle démocratie européenne cela se produirait ainsi? Moi, j'ai mes collègues allemands, néerlandais au téléphone et ils me disent mais chez nous, ce serait totalement impossible. Même en cas de commémoration de 3 jours avant l'élection. Mais dans ce cas-là, qu'il parle des commémorations. Vous avez écouté hier. Il a parlé combien de temps des commémorations? Dites-moi. 1 minute 15. Donc en fait, la réalité, c'est que ce n'était pas une interview sur les commémorations. Il a beaucoup parlé de l'Ukraine aussi. Il a parlé de l'Ukraine, il a parlé de Gaza, il a parlé d'Israël, et il a surtout, à la fin, parlé des Européennes. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas juste une prise de parole. C'est qu'en réalité, avant, on a eu le match Gabriel Attal, qui n'est pas candidat à cette élection, face à Jordan Bardella. Qu'ensuite, on a eu Gabriel Attal qui, sur votre antenne, prend le micro des mains de Madame Valérie Hayé. Et donc, en fait, on a là une captation de cette élection et la tentative de réinstaller un match Macron-Le Pen. Le Pen-Macron. Mais ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que ce match nous fait suffoquer. Et nous, ce que nous avons montré dans notre campagne, c'est précisément que la politique ne se réduisait pas à ce faux match. Il y avait autre chose, qu'on pouvait faire respirer la France. Il y avait une voie de solidarité qui existait dans notre pays, une autre voie que ce match qui nous fait suffoquer. Et c'est ça l'enjeu aussi du 9 juin. Et on reparle de votre campagne dans un instant, Raphaël Glucksmann. Tête de liste Parti Socialiste, place publique aux Européennes. Il est 8h41, c'est l'heure du Fil Info avec Benjamin Recouvreur. Emmanuel Macron s'en prend à nouveau à l'extrême droite. L'Europe peut se retrouver bloquée, assure le chef de l'État lors d'une interview à la télévision hier soir avant les élections de dimanche. Ce scrutin européen n'est pas un vote défouloir selon lui, alors que la liste Rassemblement National reste loin devant à 32% des intentions de vote selon notre dernier sondage. Avant d'être reçu en visite d'État demain à Paris, le président américain Joe Biden termine les commémorations des 80 ans du débarquement aujourd'hui. Il sera à la pointe du Hoc, autre haut lieu du débarquement en Normandie. Emmanuel Macron sera lui à Bayeux puis à Cherbourg. Les opposants espèrent encore pouvoir stopper le chantier. Plusieurs collectifs écologistes dont les soulèvements de la terre appellent à manifester aujourd'hui contre l'autoroute A69 dans le Tarn. Le rassemblement a été interdit par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Enfin, direction les Antilles pour la flamme olympique. Aujourd'hui, elle embarque ce soir à Brest pour un relais des océans inédit avec à bord de ce bateau la triple championne olympique Marie-Josée Pérec ou encore l'écrivain Alexis Michalik. France Info. Le 8-30 France Info,
Agathe Lambray, Jean-Rémy Baudot. Toujours avec Raphaël Glucksmann, tête de liste Parti Socialiste Place Publique aux Européennes. Vous souhaitez la reconnaissance d'un État palestinien, ce que le président a écarté hier à court terme. Il assure que l'heure viendra, mais on ne reconnaît pas un État sur la base d'une indignation, dit le président. Il conditionne cette reconnaissance à des réformes de l'autorité palestinienne. Est-ce que le président se trompe, selon vous ? Oui, il se trompe, c'est pas basé sur l'indignation seule. C'est basé sur une analyse objective. Regardez, on peut répéter indéfiniment solution à deux États, solution à deux États. Mais plus on répète, plus la perspective d'un État palestinien s'éloigne. Et donc, il faut qu'on reconnaisse le droit inaliénable des Palestiniens à leur État, qu'on reconnaisse leur État. Et ça permettra aussi la lutte contre le terrorisme. Parce que qu'est-ce qui nourrit le Hamas, l'organisation terroriste Hamas? C'est aussi la perspective pour les Palestiniens de ne jamais voir leurs droits reconnus. Et donc là, on a une occasion de montrer qu'il y aura un État palestinien. Et je pense que le président de la République fait une erreur profonde d'analyse et qu'il faut suivre l'exemple des pays européens qui ont reconnu. Il y a une forme d'hypocrisie, comme le dénoncent les écologistes, dire qu'on est pour une solution à deux États, mais pas reconnaître... Mais jamais reconnaître et toujours repousser aux calendes grecques. Vous savez, l'extension indéfinie, infinie, des colonisations en Cisjordanie, là où il n'y a pas le Hamas à la tête du pouvoir, là où c'est l'autorité palestinienne, ça vise à quoi dans la tête de Benjamin Netanyahou? À miner justement toute possibilité d'État palestinien. Et donc, poser, quand on est dirigeant d'un pays démocratique européen, respectueux du droit international, poser qu'il n'y a pas d'alternative à la création de cet État palestinien et à sa reconnaissance, eh bien c'est un acte fort, c'est un acte politique fort qui aiderait à la paix. Raphaël Glucksmann, c'est votre dernière grande interview avant le scrutin de dimanche. Mercredi, vous avez dénoncé, je cite, la haine antisémite dont vous faites l'objet. Il y a notamment ces affiches de vous, taguées avec des croix gammées, parfois des mots comme Israël, juif ou sale sioniste. Qu'est-ce que ça dit de cette campagne et peut-être du climat politique actuel en France, selon vous ? Ça dit que nous vivons dans un climat de plus en plus brutal, de plus en plus haineux. Et cela dit une chose simple, c'est qu'il faut mettre un stop à la brutalisation du débat public. C'est qu'il faut mettre un stop à la haine. Moi, j'ai conçu toute ma campagne comme un antidote à cette brutalisation. Nous avons fait une campagne où pendant des mois, nous avons parlé d'Europe partout. Nous avons parlé de nos propositions sur la révolution écologique à mener à l'échelle européenne, sur la solidarité sociale qu'il faut restaurer, sur la défense des démocraties européennes. Nous avons parlé du sujet de l'élection. Et l'atmosphère générale, elle est à la brutalisation, elle est à la violence, elle est à la résurgence des haines les plus anciennes. Eh bien, moi, je veux vraiment qu'on se prenne en main et qu'on dise que non, une démocratie, ça suppose une éthique du débat public, la confrontation d'idées qui sont opposées, mais qui restent dans le cadre, dans un contexte international. On en parlait à l'instant avec Agathe Lambray. C'est aussi un contexte international. Donc ne nous laissons pas contaminer par ce contexte international. Oui, le monde est de plus en plus violent. Mais moi, tout mon travail, c'est non seulement de poser des propositions de fond pour réformer nos démocraties, mais c'est aussi d'instiller une manière de parler, une manière de dire qui ne repose pas sur l'outrance et sur la haine, mais qui repose sur la conviction, l'enthousiasme. Et on va parler de la recomposition de la gauche, mais pour terminer sur ce sujet, sur le conflit entre Israël et le Hamas, Emmanuel Macron a déclaré que Benyamin Netanyahou restait à ses yeux un interlocuteur pleinement légitime, malgré le mandat d'arrêt réclamé contre lui par le procureur de la Cour pénale internationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président sur ce point ? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des milliers de manifestants dans les rues de Tel Aviv. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une opposition en Israël à Benjamin Netanyahou. Et ce que je vois, c'est que Benjamin Netanyahou, depuis le début, dès avant le 7 octobre, se comporte comme un adversaire de la paix. C'est pas récent, c'est très ancien. C'est son identité politique qui s'est forgée là-dedans. Donc moi, ce que je vais vous dire, j'ai condamné sans la moindre tergiversation les attentats terroristes abjects de l'organisation terroriste Hamas. Mais Benjamin Netanyahou, ce qu'il fait, les crimes qu'il commet, eh bien, je les condamne avec la plus grande fermeté. Ça signifie, Raphaël Glucksmann, que si la Cour pénale internationale suivait les réquisitions du procureur qui réclame donc un mandat d'arrêt et que Benyamin Netanyahou venait en France, la France devrait l'arrêter ? Moi,
attendons de voir le processus interne de la CPI. Moi, j'ai un principe dans l'existence, c'est que je respecte le droit international et qu'il n'est pas à géométrie variable. Dit oui, la France devrait l'arrêter. Eh bien, moi, je vous le dis, laissons la CPI statuer, laissons la Cour internationale de justice statuer, mais surtout, soutenons ces institutions internationales. Parce que moi, je vois qu'on essaye de remettre en cause leur légitimité. Or, on parlait d'un monde de plus en plus brutal. Mais un des acquis qu'on a eu des dernières décennies, ça a été la formation de ces institutions internationales qui visent à faire respecter le droit. Et ça, c'est fondamental et nous devons le soutenir. Raphaël Glucksmann, vous parliez du climat délétère de cette campagne. Vous baissez un petit peu, vous marquez le pas dans notre dernier sondage Ipsos Radio France pour le Parisien. Ce matin, je monte. Je peux vous en donner un autre. Alors, dans le Ipsos, vous perdez 1 point sur un mois. Vous êtes donné à 13,5%. Quand Manon Aubry, l'insoumise, en gagne 1, elle passe de 8 à 9%. Comment vous l'expliquez? Est-ce que les attaques de la France insoumise fonctionnent? Mais moi, ce que je vous dis, c'est que on est parti à 8%. Personne ne croyait en nous. Tout le monde avait enterré la gauche humaniste pro-européenne de Jacques Delors, de Robert Badinter. Personne ne croyait aussi à notre stratégie. Quand j'ai dit que j'allais parler d'Europe partout, eh bien les gens m'ont regardé en disant mais l'Europe c'est ultra ennuyeux. Mais donc c'est déjà une victoire pas créer de dynamique. Et donc là, ce qu'on a réussi à faire, c'est à réveiller un enthousiasme, une espérance. Vous savez, les gens, ils viennent nous voir très nombreux dans nos réunions publiques, qui sont toutes pleines partout en France, et ils me disent la même chose. On respire à nouveau. Et moi, ce que je veux leur dire aujourd'hui, c'est que vous faites respirer la démocratie française. Votez pour une Europe qui soit plus solidaire. Montrez qu'il y a une autre voie. Montrez que la voie de l'humanisme, la voie de l'écologie, la voie de la solidarité sociale, eh bien, elle peut reprendre le dessus en France et en Europe. Ces élections sont essentiel, fondamental. Et on a réussi à réveiller un espoir. Donc maintenant, il reste quoi? Il reste 48 heures pour le concrétiser. Pour l'instant, la gauche est très divisée. Vous avez dénoncé l'antisémitisme dont vous êtes l'objet. Jean-Luc Mélenchon, lui, au même moment, explique que l'antisémitisme est résiduel en France. Quand vous entendez ça, vous dites quoi? L'antisémitisme n'a rien de résiduel. Il y a une explosion des attaques et des actes antisémites en France. Mais moi, ce que je dis, c'est que justement, il nous reste 48 heures pour créer un espoir dans ce pays. Vous savez, mais il est dans le déni, Jean-Luc Mélenchon ou... Mais moi, je ne suis pas chez vous, là, je vais vous le dire, pour commenter Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis là pour m'adresser à vos auditrices et à vos auditeurs pour leur dire une chose très simple. Vous avez l'opportunité de tourner la page de ce match Macron-Le Pen, de montrer que cette gauche humaniste et pro-européenne qui est extrêmement claire sur son cap et sur sa méthode, qui croit dans les vertus de la vérité, d'un débat public apaisé, mais dans des transformations profondes. Cette social-démocratie qui a épousé la révolution écologique. Enfin, je veux dire, vous avez dit que ces élections serviraient à trancher des oppositions très profondes à gauche, c'est vous qui l'avez dit, et que vous veilleriez ensuite à ce qu'il n'y ait aucun retour en arrière. Oui. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas un petit tour au Parlement européen et puis ça veut dire que vous allez être actif sur la scène nationale pour jouer un rôle de premier plan dans la recomposition de la gauche, profondément pro-européen, démocrate, attaché à la solidarité sociale, qui a compris que la transformation écologique était l'aventure politique des décennies à venir, la chose la plus importante que nous ayons à accomplir, eh bien, que cet espace-là, il se constituerait et qu'il perdurerait et que je suis le garant de cela. Que je suis le garant de cela. Mais écoutez, vous avez vu ce qui s'est passé hier aux Pays-Bas, hein, l'extrême droite a été défaite par cette alliance des sociodémocrates et des Verts, de cette gauche pro-européenne. Eh bien moi, je pense que nous sommes l'alternative à l'extrême droite, que nous sommes la digue et la résistance à l'extrême droite, et que ce dimanche, vous avez l'occasion, les gens qui nous écoutent ont l'occasion de nous donner la force d'être cette résistance cohérente au Parlement européen, puisque notre groupe, nous serons les leaders de cette résistance face à la vague d'extrême droite, sans aucune compromission. Aux Pays-Bas, on a réussi à être en tête, vous vous rendez compte, on a réussi à être en tête, alors que les libéraux, les alliés d'Emmanuel Macron, ont porté au pouvoir M. Wilders, l'extrême droite xénophobe et poutinophile de M. Wilders. Eh bien, nous serons la digue, nous serons la résistance cohérente, nous ne voterons pas avec l'extrême droite des lois immigration. Nous poserons des actes et nous serons les garants des institutions européennes, de la solidarité, de l'état de droit. Et moi, je suis le garant du timing. Il est 8h52, pardonnez-moi, je vous arrête. C'est le fil info, on se retrouve dans un instant. Raphaël Glucksmann, le fil info de Benjamin Recouvreur.
Des pilotes ukrainiens formés en France dès cet été. Emmanuel Macron annonce que des avions de combat français Mirage 2000 vont être cédés à l'Ukraine. Par ailleurs, le président envisage la formation d'une brigade de 4500 soldats ukrainiens. Il ne doit pas y avoir de tabou sur l'envoi d'instructeurs français en Ukraine, dit le chef de l'État. Le maire de Nice, Christian Estrosi, visé par une plainte pour usurpation d'identité et détournement de fichiers. Plainte déposée par son ancien parti, les Républicains. Celui qui est désormais membre de la majorité présidentielle est accusé d'avoir détourné des fichiers du parti pour envoyer des invitations au meeting de Valérie Ayé, candidate de Renaissance aux Européennes. Ils veulent renégocier leur âge de départ à la retraite, relevé l'année dernière. Des dockers vont bloquer plusieurs ports aujourd'hui à l'appel de la CGT. Opération port mort à Rouen ou au Havre ou encore à Bordeaux. Et puis 2 symboles réunis à Paris, les anneaux olympiques installés depuis 6h30 ce matin sur la Tour Eiffel. Ils y resteront jusqu'en octobre, suspendus entre le premier et le deuxième étage de la tour. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jean-Rémy Baudot. Toujours avec Raphaël Glucksmann, tête de liste Parti Socialiste, place publique aux Européennes. L'une de vos mesures phares pour l'Union Européenne, c'est la suppression du droit de veto des États membres au Conseil de l'Union, ce qui reviendrait à mettre fin à la règle de l'unanimité qui est obligatoire dans certains domaines. Est-ce que, Raphaël Glucksmann, ça signifie que si la France est contre une idée en matière de défense ou de politique étrangère, elle ne pourra plus s'y opposer avec vous ? Mais ça signifie surtout qu'on construit l'Europe jusqu'au bout, qu'on reprend notre destin en main et qu'on peut porter des projets de solidarité et d'égalité. Regardez, nous on porte le projet de la justice fiscale. Le fait de enfin faire en sorte que les multimillionnaires et les milliardaires à l'échelle du continent européen payent leur juste part. Aujourd'hui, ils payent moins d'impôts que les classes moyennes et les classes moyennes supérieures. Donc, mais nous vous ne pourrez pas le faire parce qu'en matière de fiscalité, c'est l'unanimité. Parce qu'il y a des vétos, parce qu'il y a la possibilité pour un pays, par exemple un paradis fiscal, de bloquer. Eh bien moi je vous le dis, si on veut que l'Europe s'affirme comme une puissance, il faut ne plus dépendre du droit de veto des paradis fiscaux sur les questions fiscales ou du droit de veto d'Orban sur les questions de géopolitique. Mais si les extrêmes dirigeaient une majorité de pays en Europe demain, comment vous feriez ? Pardon ? Si les extrêmes étaient à la tête d'une majorité de pays en Europe, comment vous feriez avec cette suppression du droit de veto ? Politiquement contre l'extrême droite jusqu'au bout. Mais la réalité, c'est que si on veut prendre des mesures qui protègent nos entreprises, qu'on crée le protectionnisme écologique européen, si on veut mener à bien la transition écologique, si on veut la justice fiscale, si on veut des mesures de solidarité sociale, si on veut être cohérent géopolitiquement, eh bien il ne faut plus être l'otage des droits de veto. C'est pas par idéal européiste que je vous dis ça, c'est par souci justement de souveraineté, par souci de puissance, par souci d'efficacité pour la France elle-même. C'est parce que je veux que mon pays, la France, ait son mot à dire sur le cours des choses, que nous ne soyons pas des vassaux des États-Unis ou de la Chine, alors, que je veux que l'Europe soit cohérente et efficace. Et pour cela, il faut réformer les institutions. L'Europe cohérente et efficace, dans ces conditions, pourquoi vous êtes abstenu sur le plan de relance européen de 750 milliards d'euros après le Covid qui a financé nombre de projets en France ? Parce que ce plan de relance qui était nécessaire supposait un changement de cadre. C'est ce que j'ai posé à l'époque. J'ai dit oui à ces investissements massifs, mais mettez en place une forme de protectionnisme, sinon ce sera verser de l'argent dans un tonneau percé, parce qu'en fait, en réalité, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que 2 ans plus tard, eh bien, nous sommes en plein décrochage, parce qu'en fait, vous pouvez investir dans l'économie, et c'est absolument nécessaire. Et nous portons un plan d'investissement massif, mais si vous ne posez pas un cadre où vous luttez contre la concurrence déloyale des produits chinois qui ont besoin de l'esclavage, à ce moment-là, l'Europe elle avait besoin de cet argent. Vous étiez prêt à priver la France de mais l'argent ? non, je n'étais pas prêt. J'ai expliqué de manière extrêmement claire que je m'abstenais parce que je demandais qu'on aille plus loin, qu'on ait un cadre, qu'on change de cadre. Vous avez vu ou pas les entreprises françaises qui ferment, s'il vous plaît, les entreprises françaises qui ferment les unes après les autres. Moi, j'ai sillonné le pays et j'ai fait campagne dans les usines. Eh bien, ils nous disent tous la même chose. Tous la même chose. La concurrence des Chinois. Nous sommes ratiboisés par la concurrence chinoise et nous sommes abandonnés par la puissance publique. Moi, ce que je veux, c'est qu'on investisse, mais qu'on protège, qu'on mette des barrières à l'entrée. Pourquoi les États-Unis, quand il y a une concurrence déloyale chinoise, eh bien, ils taxent à 135%. Les Canadiens, c'est pas des bolcheviks, c'est pas des nationalistes. Les Canadiens, 235%. Et nous, les Européens,
16%, mais sérieusement, quand est-ce qu'on va défendre nos entreprises? Quand est-ce qu'on va défendre nos producteurs? Quand est-ce qu'on va défendre nos intérêts? Moi, ce que je demande, des investissements massifs, oui, et un changement de cadre qui permettent à ces investissements de développer des champions européens. 2 ans après le plan de relance, nous sommes en plein décrochage. Parce qu'il y a une mesure qui ne vous plaît pas ou une partie d'une plan qui ne vous plaît pas, vous ne votez pas pour. Valérie Ayé dit que vous avez le compromis honteux. C'est ça aussi le Parlement européen. Il y a un autre exemple. Récemment, vous êtes opposé au pacte. À bâtir des compromis. Vous savez, je suis arrivé au Parlement européen, je portais des principes forts, et notamment, par exemple, le bannissement des produits de l'esclavage de nos marchés, qui est à la fois une lutte contre la réduction en esclavage des Ouïghours par le régime communiste chinois et une défense de nos producteurs qui font face à une concurrence absolument abjecte de la part d'un système esclavagiste. Eh bien, pour le faire, j'ai dû bâtir des compromis. La même chose sur le devoir de vigilance. Avec la majorité. Avec des gens de droite, avec des Slovaques conservateurs, avec des libéraux irlandais. J'ai aucun problème avec le compromis. Mais par contre, quand le résultat final ne comporte pas assez d'avancées, oui, je vote en conscience. Est-ce que vous allez arrêter de fumer ? Ah. Je dis ça parce que vous avez raconté que vous aviez fait un pari avec vos enfants. En cas d'un certain résultat, vous arrêtez de fumer. Tout dépend des gens qui nous écoutent. Parce qu'en réalité, j'ai promis à mes fils et j'ai pas le droit de mentir à mes enfants. Et dans la vie en général, je m'interdis le mensonge. Eh bien, oui, voilà, c'est ça. Dans la vie en général, je m'interdis le mensonge. Et d'ailleurs, c'est ma pratique politique et je n'en changerai jamais. Eh bien, oui, j'ai dit qu'à partir d'un certain score. Et quand j'ai fait le pari, on était donné à 9%, donc c'était un pari à l'époque qui semblait être très optimiste et qui aujourd'hui est parfaitement réaliste, mais rien n'est joué. Et je pense qu'il y a un enjeu plus important que mon rapport à la cigarette. L'enjeu, c'est l'écologie, stop ou encore. C'est ça, ces élections. C'est-à-dire que si la droite l'emporte, on défait le Green Deal. Non, l'écologie, stop ou encore. Le soutien à l'état de droit, stop ou encore. Raphaël Glucksmann, donner les moyens à l'Europe de se défendre. La solidarité sociale, ça compte, non, pour vous? Eh bien, c'est le 9 juin que ça se décide. Et donc, rendez-vous aux urnes. Et c'est dimanche, il y a un seul tour, c'est les élections européennes. Merci beaucoup, Raphaël Glucksmann, tête de liste PS, place publique aux européennes. Merci d'avoir été l'invité du 8-30 France Info. On se retrouve dans quelques minutes pour les informer avec Renaud Dely. On reviendra évidemment sur cette fin de campagne des européennes.